Des idées et des actions, de l'innovation et des expériences qui marchent. Coup de projecteur sur l'Afrique qui bouge. Bienvenue à Initiative Africa. Voici le sommaire de votre magazine. Les nouveaux défis du renforcement des capacités en Afrique, nous en parlerons avec le professeur Emmanuel Nandosier, secrétaire exécutif de l'ACBF. Nous l'avons rencontré à Harare au Zimbabwe dans l'ambiance de la célébration des 25 ans de la fondation. Alors que le chômage touche de millions de jeunes en Afrique, des entreprises peinent à trouver des compétences pour leurs travaux. Il y a urgence à réformer l'école pour l'adapter au marché de l'emploi. En Éthiopie, le Selam College donne l'exemple. Ils sont de plus en plus présents dans les débats sur le développement. Ce sont les activistes de la société civile. Si par le passé, on ne leur donnait pas la parole, aujourd'hui, ils sont bien présents. Coup de projecteur sur ces ONG et associations qui veulent faire entendre la voix des populations. Je vous le disais en titre, les ONG, les organisations syndicales et professionnelles s'invitent aujourd'hui dans le débat politique des États, mais aussi au niveau international. Sur la question du développement, ils occupent une place à part entière aux côtés des gouvernements et des bailleurs de fonds en se faisant le porte-voix des populations sur les grandes causes sociales et environnementales. Aux assemblées annuelles de la BAD, une place a été faite à la société civile. Mais que viennent faire des organisations aux objectifs mal connus, représentant des catégories de personnes diversifiées, dans une instance où se retrouvent banquiers, partenaires techniques et financiers? Invités par la BAD pour communiquer sur leurs réalisations, mais aussi pour faire des propositions avec une approche différente, Luther Yameogo précise le rôle que la société civile entend jouer. Qui parle de partenariat induit une dynamique gagnant-gagnant, et à cet égard, nous estimons que la BAD, du point de vue de son potentiel d'investissement et de leader du développement en Afrique, peut être une soupape pour le plaidoyer de la société civile vis-à-vis des gouvernants, mais aussi mettre en place des mécanismes de renforcement des capacités de la société civile, ouvrir des fenêtres de dialogue avec les différents acteurs. Et en revanche, la société civile pourra apporter son expertise en tant que mécanisme d'agrégation des préoccupations des citoyens. Il n'y a pas longtemps, la société civile était plutôt vue comme un épouvantail pour les politiques. On se rappelle de ces images d'altermondialistes qui bloquent les sommets de chefs d'État, qui s'attaquent à des officiels, tout un front de refus face aux puissances politiques et d'argent. Aujourd'hui, la perception semble avoir changé, et ces contre-pouvoirs qui prônent une nouvelle idée du développement sont même invités et écoutés. Moi, je pense que la société civile, qui longtemps a été perçue un peu comme des empêcheurs de tourner en rond par les gouvernements, quels qu'ils soient, et même en Europe, en fait, maintenant, au contraire, je pense que plus on associe la société civile en amont, moins on a de problèmes au moment de la décision. Et on s'en rend bien compte dans les sommets internationaux. Avant, on essayait de mettre les ONG et tout ça très très loin, et maintenant on participe, on leur demande au contraire de participer. On l'a vu à la COP21 par exemple, vous voyez, les gens étaient associés, et ça permet de pousser au contraire les États à accepter un certain nombre de décisions. Ces organisations sont de plus en plus présentes dans les débats sur la question du développement, comme ici, de jeunes leaders africains invités aux Journées européennes du développement, ainsi qu'au Business Climate Summit, tenu à la veille de la COP21 de Paris. Ceux qui défendent les intérêts de la Terre et de l'humanité étaient venus soutenir une idée simple: taxer les produits lorsqu'ils détruisent l'environnement et contribuent au réchauffement de la planète. Pour Nicolas Ambert de Green Cross, le climat ne doit pas être l'affaire de quelques grands groupes industriels. Pour moi, la question qu'il faut arriver à travailler, c'est qu'aujourd'hui, travailler contre le dérèglement climatique, c'est l'affaire de tous. Au Business and Climate Summit, on a les grandes entreprises et on a des acteurs de taille moyenne. Si on veut arriver à faire en sorte que les enjeux de la COP21 se matérialisent concrètement, il faut aller chercher les PME africaines, il faut aller chercher les startups, les acteurs de l'innovation en Afrique pour faire en sorte de ne pas distribuer d'une manière massifiée, mais d'avoir justement des entrepreneurs qui essaiment sur le territoire. Le rôle joué par la société civile ne s'arrête pas aux questions économiques, sociales ou de développement durable. Elle est présente aussi dans les débats politiques et la démocratie. Je crois que plus on a en amont la société civile, plus les gouvernements sont obligés de faire attention.
Je pense par exemple à des grands projets qui détruisaient l'environnement, qu'on a fait beaucoup dans le passé en Afrique. Bon, maintenant je crois qu'on ne ferait pas les mêmes erreurs. Les problèmes de corruption, la société civile y est très attentive. Donc toutes ces choses-là, sans parler du rôle qu'a joué la société civile dans les pays du Maghreb, notamment en Tunisie, où c'est vraiment la société civile qui a déclenché tous les débats et qui a permis après que les premières manifestations et tout ne dégénèrent pas et qu'on fasse une transition démocratique. D'ailleurs, ils ont eu le prix Nobel de la paix pour ça. Les rencontres Africa 2016, qui ont réuni 800 entreprises européennes et africaines, ont consacré un panel sur la contribution de la société civile au développement de l'Afrique. Une question importante au moment où elle s'est affirmée comme l'une des forces porteuses de changement, des révolutions arabes à l'insurrection populaire au Burkina Faso, en passant par son rôle dans les discussions sur le changement climatique. Mais ces mouvements gagneraient à mieux se structurer et à trouver des plateformes pour gagner en efficacité. À défaut, la crédibilité de la société civile pourrait bien rapidement être remise en cause par ceux-là même qu'elle est censée défendre. C'est le moment de retrouver notre invité, le professeur Emmanuel Nandosier, économiste chevronné, expert en développement. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la question. Il dirige la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique qui vient de célébrer ses 25 ans. C'est l'occasion de s'interroger sur le bilan de cette organisation. Professeur Emmanuel Nandosier, merci d'avoir accepté notre invitation à Initiative Africa. La CBF, la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, fête ses 25 ans d'action. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme bilan, comme résultat pour lesquels vous êtes fiers? Depuis 25 ans, la CBF renforce les capacités clés qui vont permettre aux pays africains de concevoir des politiques de développement, de les mettre en œuvre et de suivre leur évolution. Depuis 25 ans, la CBF a pu créer et renforcer des institutions qui jouent un rôle essentiel dans le développement, que ce soit des parlements, des groupes de réflexion, des organes politiques ou des institutions éducatives. À travers des programmes spécifiques, la CBF a pu renforcer les capacités des femmes. La Fondation a également fait avancer l'intégration régionale sur le continent, surtout en apportant un soutien aux communautés économiques régionales africaines, ainsi qu'à l'Union africaine et à ses organes. Mais est-ce que malgré toutes ces actions et toutes ces interventions, la situation de l'Afrique, est-ce qu'elle a changé? Est-ce que le sous-développement a reculé? Est-ce que la pauvreté a reculé? Bien sûr. Africa has improved significantly. Bien sûr, l'Afrique s'est considérablement améliorée depuis ces 15 dernières années. Si vous considérez la situation d'avant, je remonte jusqu'aux indépendances dans les années 60 principalement. À cette époque, combien y avait-il d'universités dans les pays d'Afrique? Plusieurs pays ne disposaient pas d'une seule université et par conséquent, il n'y avait aucun potentiel de renforcement des capacités au niveau tertiaire. Il fallait se rendre en Europe, aux États-Unis ou ailleurs pour se former. D'autres pays n'avaient qu'une seule université, voire deux. Depuis ce temps, beaucoup de pays se sont dotés de centaines de facultés. Prenez l'exemple de l'Éthiopie ou du Nigeria, où on trouve des centaines d'universités et des milliers de personnes ont eu accès à l'éducation. Je suis une de ces personnes. Cette évolution n'aurait pas eu lieu si l'Afrique n'avait pas fait des progrès. Ensuite, il suffit de regarder la classe moyenne qui bourgeonne à travers le continent. Maintenant, ces personnes peuvent prétendre à un meilleur niveau de vie. L'accès à une bonne éducation, des soins de qualité, une bonne éducation pour leurs enfants, en gros, avoir un bon niveau de vie comparable à leurs homologues d'ailleurs.
Il y a aussi le constat qu'il y a moins de conflits sur le continent africain. Dans les années 70 à 80 surtout, il y avait beaucoup de conflits dans les pays, de l'Éthiopie au Rwanda en passant par la RDC et plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'une poignée de pays en conflit. Bien entendu, l'Afrique fait face aux mêmes conflits larvés et aux actes terroristes que partout dans le monde. Mais nous sommes à des années-lumière de la situation qu'il y avait avant. En ce qui concerne la politique, le continent a fait beaucoup de progrès et nous devons garder ça en tête. À une certaine époque, il y avait plus de dictature que de démocratie. Maintenant, c'est l'inverse qui est vrai. D'un point de vue économique, il y a eu énormément de progrès, comme je viens de le dire, avec les revenus qui augmentent. Bien entendu, la pauvreté est toujours là, mais beaucoup plus d'Africains ont accès à l'éducation de nos jours. Sur le plan social, certains pays peuvent se vanter d'un taux de représentation politique plus élevé qu'ailleurs dans le monde. Prenez l'exemple du Rwanda, de l'Afrique du Sud. Je dirais qu'il y a encore beaucoup de défis à surmonter. Le taux de mortalité infantile est toujours élevé, la pauvreté est toujours un problème, et les changements climatiques font des ravages sur le continent. Sans parler des problèmes d'inégalité, et j'en passe. Mais dans l'ensemble, je vois le verre à moitié plein. Mais professeur, le constat est que si on regarde le classement des nations par rapport à l'indice du développement durable, nous sommes toujours à la même place des pays sous-développés. Certains redoublent dans leur classe. Peut-être qu'il faut, comme le pense le professeur Malakoff, avoir notre propre lecture sur notre propre situation, parce qu'il estime que certaines données des Nations Unies ne tiennent pas compte des capacités de résilience des populations. Qu'est-ce que vous en pensez? Well, I think the point they are making is very important because let me take example of the. Je pense que c'est un constat pertinent. Prenons l'exemple du premier indicateur de croissance, le PIB. Souvent, on entend dire qu'il y a une croissance à 2 chiffres. Mais il se peut que ce taux soit trompeur. Imagine qu'un pays sorte d'une période de conflit armé. La moindre croissance aurait un effet démesuré si on parle de pourcentage de croissance. Il se peut que l'exploitation de matières premières vienne augmenter de manière spectaculaire. Le taux de croissance serait trompeur là aussi. Quand vous ne prenez en compte que la différence de PIB d'une année sur l'autre, cela ne dit rien sur les salaires des gens, ni sur leur qualité de vie ou leur niveau de vie. Ceci dit, il faut prendre en compte la situation précise de chaque pays avant d'en tirer une conclusion trop hâtive. Prenons les critères plus difficilement quantifiables, des critères qui indiquent comment les gens vivent, comment ils voient leur vie. Là, on obtiendrait peut-être une indication plus fidèle de leur indice de bonheur, leur état d'esprit, leur vie au quotidien. Néanmoins, si vous n'avez pas accès à l'électricité ou si les infrastructures laissent à désirer, si c'est compliqué d'aller d'un point A à un point B, ou si ça coûte trop cher de faire des affaires, tous ces éléments doivent être pris en compte. Nous ne pouvons pas faire semblant d'ignorer ces problèmes. Ce qu'il voit lui, c'est une toute nouvelle entreprise. Lui, ce qu'il voit, c'est la victoire d'après. Et ce qu'il voit lui, c'est toute l'Afrique.
Notre métier, c'est de voir aussi loin qu'eux. Depuis 100 ans, nous mettons notre expertise internationale au service de 150 000 entreprises en Afrique. Société Générale, développons ensemble l'esprit d'équipe. Bienvenue pour la suite d'Initiative Africa. Et si le problème du chômage des jeunes Africains trouvait sa solution dans l'enseignement technique et professionnel? C'est en tout cas le pari du Selam College, une école créée par une ONG éthiopienne qui offre aux jeunes la chance de suivre une formation de mécanicien automobile de haut niveau. Avec leur diplôme en poche, plus de 200 étudiants trouveront cette année un emploi dans cette filière qui est en déficit de talent. Un reportage de Koumera Goumeshu et François Baudry dans la banlieue d'Addis Abeba. La Banque mondiale estime à plus de 10 millions le nombre de postes qui ne peuvent pas être pourvus en Afrique, faute de techniciens. Autant de jeunes qui auraient pu passer du statut de chômeur à celui de salarié. Un constat partagé par la Commission du développement humain de l'Union africaine qui veut accélérer l'éducation technique et la formation professionnelle sur le continent. Quand on parle d'emploi ici en Afrique, on pense qu'il faut aller à la fonction publique. Il faut être l'employeur de quelqu'un. Et c'est pour ça que dans le cadre de notre stratégie sur l'éducation, la formation technique et professionnelle, nous insistons sur le changement de paradigme pour que les jeunes comprennent que lorsqu'il va chercher une formation, il peut devenir créateur d'emplois. Et il va avoir cette fierté personnelle de dire que demain, il va devenir un patron. Et ça, dans la mentalité, c'est quelque chose de tout à fait important. La position de l'Union africaine a été largement soutenue par les ministres de l'Éducation réunis ici à Addis Abeba lors de la première réunion du comité d'enseignement technique et professionnel. Et comme pour encourager cette prise de conscience, 10 jeunes sélectionnés à l'échelle du continent, pour leur efficacité et leur gouvernance, ont pu présenter leurs propres projets en assemblée plénière avant d'être récompensés lors d'une cérémonie de remise des prix. Des prix pour valoriser leur initiative, mais pas seulement. Ces récompenses sont très importantes parce qu'elles sont une manière de démontrer qu'il y a eu un changement de paradigme en ce qui concerne la formation et l'éducation technique et professionnelle en Afrique. C'est précisément la réponse qu'il faut développer pour prendre en charge cette explosion démographique des jeunes en Afrique, pour en faire un plus d'un point de vue économique et social. Nos jeunes auront la possibilité d'obtenir le savoir qu'il faut, pas simplement pour chercher du travail, mais pour devenir eux-mêmes des créateurs d'emplois. Nous sommes allés à la rencontre de l'un de ces lauréats. Le Selam College est installé dans la banlieue d'Addis Abeba. Depuis 20 ans, il s'est engagé sur la voie de la formation technique et professionnelle avec une approche sociale très affirmée. Et la majorité des étudiants trouvent un emploi à la sortie ou d'autres veulent créer leur propre entreprise. Je me suis engagée pour suivre cette formation professionnelle parce que j'étais intéressée par ces techniques et parce que je veux démontrer que les femmes peuvent être elles aussi efficaces dans tous les domaines. Quand je sortirai de l'école avec mes diplômes, je veux lancer ma propre activité en ouvrant un garage de réparation de voitures. J'apprends ici comment entretenir la mécanique des poids lourds et des engins de terrassement. Quand j'aurai fini ma scolarité, je veux travailler pendant un moment comme employé dans une entreprise. Mais après avoir travaillé en tant que salarié, je veux créer, si Dieu le veut, mon propre garage. Créé en 1989 par l'ONG éthiopienne Le Village des Orphelins, le Selam College était à l'origine un établissement dont l'objectif était de donner aux enfants de son village qui les avaient vus naître et grandir une formation technique et professionnelle pour qu'ils trouvent un emploi. Victime de son succès, Selam College a poussé les murs des salles de cours et des ateliers devant les demandes qui affluent de toute la région. À sa création, 19 jeunes suivaient les premiers cours. Aujourd'hui, l'établissement compte 430 étudiants qui bénéficient d'une formation gratuite avec 70 professeurs. Le centre Selam a fait beaucoup de progrès depuis ses débuts. Selam avait commencé avec la formation de base sur les techniques de soudure. Maintenant, nous avons 11 filières. Et ces filières, du niveau 1 au niveau 4, sont reconnues par le ministère de l'Éducation. Grâce à des partenariats avec des industriels comme Volvo, Selam College a aujourd'hui les moyens de ses ambitions tout en conservant une dimension humaine très particulière. Les meilleurs anciens élèves deviennent eux-mêmes enseignants ou travaillent pour l'atelier de fabrication de l'établissement pour des clients extérieurs. J'ai commencé à étudier la gestion pour les produits d'ingénierie métallique il y a 3 ans.
level 4 students. And then, yeah, I just complete the whole 3 years to study. À la fin de ce cursus, j'ai décroché mon diplôme d'évaluation nationale. To get a COC exam, that means the national assessment of the country. Parce qu'à chaque niveau, il y a un examen. Je les ai réussis et je suis diplômé du Centre de formation technique et professionnelle de Selam. And then, yeah, I just graduated from this Selam Technical and Vocational Center. And now je viens de commencer à travailler sur cette machine. CNC machine. S'il n'est pas facile d'être accepté dans l'établissement, très convoité aujourd'hui par des centaines de jeunes Éthiopiens, les dirigeants du collège veulent aussi donner la chance aux filles, souvent absentes de ces métiers techniques. Nous sommes très attentifs au rôle des femmes parce qu'en Éthiopie, dans la plupart des cas, les femmes restent à la maison. Nous faisons tout pour persuader les femmes qu'elles doivent venir s'instruire et suivre des formations techniques. Ici, à la réunion de l'Union africaine, les prix remis à cette poignée de pionniers va sans doute servir de déclencheur pour de nouvelles initiatives dans la formation technique et professionnelle. Convaincue de l'impact de l'événement, la Commission de l'Union africaine envisage même de poursuivre l'expérience. C'est une bonne idée et ça sera souhaitable de pérenniser ce genre d'initiative. C'est un bon coup de pub pour faire connaître l'EFTP et pour prévenir des jeunes que de telles opportunités existent. Donc si les ressources sont là, ce genre de récompense est une bonne façon de faire avancer les choses. Au Kenya, en République démocratique du Congo, au Sénégal ou au Botswana, les histoires comme celle du Selam College se multiplient dans toute l'Afrique. Souvent parties d'un groupe de jeunes décidés à échapper au chômage, elles font bouger les lignes et réussissent à mobiliser peu à peu les acteurs économiques et politiques. Pour cette dernière partie de son entretien avec David Thiombiano, notre invité revient sur les réponses qui doivent être apportées aux États dans les 5 prochaines années, en particulier pour améliorer leur efficacité face à l'évolution des défis économiques et sociaux de leur pays. Voici une réalité qu'un haut responsable de la Banque mondiale a décrite lors de la célébration des 25 ans de la SBF. Un barrage construit en Afrique. Les capitaux sont étrangers, l'entreprise qui construit est chinoise. On ne retrouve des Africains qu'à des postes de subalternes, certains cadres à des postes de direction. C'est une triste réalité. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un problème de capacité. Okay, I think the issue of Je pense que l'utilisation optimale des capacités existantes en Afrique est une question qui nous renvoie à celle de la rétention de capacités. C'est une question clé pour le continent. La situation que vous venez d'évoquer, notamment celle d'infrastructures construites avec des capitaux étrangers et avec des travailleurs étrangers, est bien plus qu'une question de capacité, même si la capacité a son rôle à jouer. Il peut y avoir une infrastructure spécialisée qui demande des connaissances qui n'existent pas dans un pays concerné. Là, il suffit de voir la question d'un point de vue continental. Vous trouverez sûrement des capacités qu'il vous faut dans un autre pays africain. Nous exhortons les pays africains à ne plus voir en cela que des lacunes et de prendre en compte ce qui est disponible sur le continent. Ça serait utile d'avoir des personnes qui connaissent bien le continent et le contexte des personnes susceptibles d'être plus sensibles aux questions locales et aptes à renforcer la capacité localement. Avant que la Chine ne devienne la puissance économique qu'elle est de nos jours, elle avait besoin de capitaux étrangers pour construire les infrastructures et d'industrialiser le pays. Mais la Chine avait stipulé que ces capitaux devaient aller de pair avec le transfert de technologie. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire que,
Puisque nous n'avons pas la capacité pour des travaux d'infrastructure, nous devons attendre de l'avoir. Il est possible de faire appel au savoir-faire étranger, mais il faut savoir négocier de telle manière que votre propre capacité soit renforcée en même temps. Bien sûr, vous pouvez travailler avec la CBF afin de cibler les domaines où il y a des lacunes. Ensemble, nous élaborerons des programmes pour corriger le problème. Professeur, au lieu d'organiser des séminaires, des instances de formation, de multiplier les sessions de renforcement des capacités, pourquoi ne pas construire une université africaine qui serait capable de rivaliser Harvard et autres institutions internationales d'enseignement supérieur pour permettre à l'Afrique de disposer d'une masse critique qui lui permette de soutenir son développement? Vous connaissez l'expression « Paris ne s'est pas fait en un jour ». La même chose est vraie pour Harvard ou Oxford. Ces universités se sont construites petit à petit. À vrai dire, Oxford était considérée comme l'une des pires universités à ses débuts. Maintenant, elle a le prestige et la renommée. Je suis donc d'avis que les pays africains devraient concentrer leurs efforts sur le renforcement des capacités des universités qui existent déjà. Je pense que la politisation, pour ainsi dire, de l'enseignement supérieur a amené des gouvernements à croire que la solution consiste à construire autant d'universités que possible en un temps record. Je ne suis pas contre le principe de construire des universités. Après tout, l'Afrique n'avait que très peu d'institutions d'enseignement supérieur et il fallait rattraper le retard. L'expression « Paris ne s'est pas fait en un jour » est très pertinente ici, puisque les universités ne sont pas comme d'autres institutions. Elles ont besoin de beaucoup d'éléments qui ne seront pas disponibles si on construisait des universités à la chaîne. Elles ont besoin de beaucoup d'éléments qui ne seront pas disponibles si on construisait des universités à la chaîne. C'est pourquoi je me concentrerai sur le meilleur moyen de renforcer celles que nous avons déjà, afin de les hisser au niveau international et de faire en sorte que nos universités soient respectées et deviennent universelles. Après tout, c'est le sens du mot « université ». Elles ont un programme universel, un corps d'étudiants universel et des équipes pédagogiques universelles. Leurs chercheurs tiendraient tête à des chercheurs de partout dans le monde. Je pense que le moment est venu pour nous de réexaminer la question et de trouver comment on peut renforcer les capacités des universités et des institutions d'éducation professionnalisant existantes, au lieu de créer chaque jour des institutions qui sont ni solides ni viables. Comment voyez-vous la CBF dans 10 ans, dans 25 ans, le futur de la CBF? L'avenir de la CBF est formidable et l'avenir m'inspire. La raison est simple. Il y a eu une prise de conscience générale que le renforcement des capacités était le chaînon manquant dans l'évolution de l'Afrique. Si vous ne renforcez pas la capacité, vous ne serez pas équipé pour mettre en œuvre toutes ces belles politiques et stratégies. Donc cette prise de conscience fait tache d'huile. La CBF a su prouver qu'elle est utile pour le continent africain. Nous pouvons appuyer le processus de diagnostic, nous pouvons aider les pays à élaborer un programme pour surmonter les obstacles et nous serons là pour la mise en œuvre de ces programmes. Dernier point, mais non des moindres, nous serons là pour le suivi et l'évaluation de ces programmes afin de s'assurer que les résultats sont à la hauteur. La CBF vient d'établir un nouveau plan quinquennal, notre stratégie pour 2017-2021. Ce plan répond directement aux défis dont doit faire face tout programme de renforcement des capacités sur le continent. Nous savons que nous avons beaucoup de soutien et nous allons mobiliser des bailleurs pour lever des fonds qui permettront à la Fondation de réaliser ses objectifs et accomplir son rêve d'une Afrique capable de réaliser par elle-même son propre développement. Professeur, 2 enjeux attendent l'Afrique, l'économie numérique et l'économie verte. Comment la CBF se positionne pour accompagner l'Afrique sur ces 2 enjeux majeurs pour qu'elle ne rate pas le départ cette fois-ci? Yes, one of the
Une des modalités de nos interventions dans les 5 ans à venir est ce que nous appelons Capacity Innovation. Tout d'abord, nous serons à l'affût de nouvelles méthodes innovantes pour renforcer la capacité et très attentifs aux idées de renforcement des capacités dans des domaines nouveaux. Autrement dit, l'économie verte, l'économie du savoir et toutes les autres innovations dans le même domaine. La CBF compte mettre l'accent sur le renforcement des capacités en Afrique afin de poursuivre cette voie. Merci, professeur Nandosié. Thank you very much. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.initiative-africa.com. Et surtout, n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous retrouve pour Business Africa, votre rendez-vous avec l'Afrique économique. Bye bye.